Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur la lecture du mouvement de prix, ou ce qu'on peut appeler aussi le price action, c'est-à-dire l'interprétation des graphiques boursiers sans aucun indicateur technique, uniquement par la lecture du prix. Alors on parle de price action et on va s'intéresser aujourd'hui à différentes notions. On va voir qu'est-ce que le price action, une notion sur les différentes représentations de données en trading, la notion de point of swing ou de point d'inflexion, major point of swing et des minor point of swing, qu'est-ce qu'on peut en tirer, la construction des tendances, l'apport des point of swing sur la détermination des supports et résistances, et ensuite des notions d'impulsion et de correction. Donc le price action, c'est littéralement l'action du prix. Donc en analyse graphique ou technique, en fin de compte, on a trois données brutes et uniquement trois. C'est le niveau du prix d'un actif, le temps et le volume de transaction. On a tout le reste, ce sont des données dérivées. Les trois seules données que l'on ait, c'est ça. Et l'étude du price action, ça consiste à regarder les mouvements de prix d'un actif sans avoir recours à aucun indicateur technique. On va utiliser l'évolution du prix dans le temps. Ces trois données vont pouvoir donner lieu à différentes représentations. On va en choisir une arbitrairement sur laquelle on va se baser. Donc là, je vous ai mis les différentes représentations qu'on peut avoir du prix. On peut avoir des représentations comme ça, en courbe ou en barre. Là, on a une représentation en bar charts. Là, celle que vous connaissez certainement le mieux, puisque c'est aujourd'hui la plus utilisée, c'est la représentation en chandelier japonais. Et on a aussi des représentations qui ne sont pas liées au temps. C'est par exemple là, le graphique de Renko. Et dans un graphique Renko, le temps n'intervient pas. On utilise uniquement la variation du prix. La représentation en chandelier japonais, pourquoi est-ce que on va, en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chandelier japonais en lui-même, c'est déjà une représentation du price action, puisqu'on a des notions qui sont liées au temps. On a un plus haut, un plus bas, un cours d'ouverture et de fermeture, mais tout ça, c'est sur unité de temps considérée. Donc, le chandelier japonais en lui-même nous informe, nous donne une notion d'action du prix, de ce qui est en train de faire le prix, sur l'unité de temps représentée par la bougie. Alors, on va analyser tout ça dans la vraie vie à l'aide d'un graphe. On va d'abord déterminer ce qui s'appelle donc les point of swing, ce sont c'est-à-dire les points d'inflexion. Une tendance, une tendance ne se déroule pas en fin de compte de manière linéaire. On va avoir des petites impulsions et des corrections, et on va voir que hop, ça monte, ça descend, ça remonte. Ces impulsions, ces corrections, elles sont délimitées par des points d'inflexion, et on va essayer de déterminer les points d'inflexion de l'évolution d'un cours de bourse. On passe tout de suite, on va se retrouver en face d'un graphique. Bon, après ces quelques notions théoriques, on se retrouve face à un graphique et on va essayer de déterminer ensemble les points of swing, c'est-à-dire les points d'inflexion d'un actif. Je vous ai sorti le graphe de la paire Solana versus US dollar, donc une crypto-monnaie. On va commencer notre étude après ce range. On voit très bien qu'on était dans un range. Et là, il y a un mouvement qui se dessine. Donc l'idée, c'est de voir et de déterminer quels sont les points d'inflexion majeurs dans ce trend, dans ce mouvement. Donc on va commencer notre étude à partir d'ici, là, à partir du plus bas. Donc la première chose à faire, ça va être de déterminer notre point de départ. Donc le point de départ, on va l'identifier comme étant le plus bas des bougies qui précèdent immédiatement l'impulsion. Donc là, on a trois bougies. Là, j'ai un bas à 66,19. Là, j'ai un bas à 66,65. Et là, j'ai un bas à 66,41. Donc le plus bas, c'est cette bougie. Donc ça, je me le marque, c'est un
point d'inflexion majeur. Ensuite, le cours il part, hop, là on a une petite retrace. Alors est-ce que ça peut être considéré comme un retracement significatif ou pas? Là, les avis divergent. Moi, j'aime bien me baser sur deux choses. Sur l'amplitude du retracement par rapport à la hausse préalable et sur le nombre de bougies, l'aspect à l'œil, hein, voir si ça, par rapport à l'amplitude des bougies, ça peut être considéré comme un retracement ou si c'est une petite oscillation. Alors, pour voir, par exemple, l'amplitude du retracement, on va se mettre avec un Fibo, donc je sors ma règle Fibo, et là je vois qu'on n'a même pas retracé 23%. Donc ça, non, c'est pas un retracement significatif pour moi. Donc on continue à monter, et là on retrace. Ah, là, quelle est l'amplitude de ce retracement? Là, si on sort la règle et qu'on la met, en fin de compte, on est passé sur un retracement qui est au-delà des 23. Donc si on est en cours extrême, on est à 38% de retracement, on est au-delà des 30%, ça commence à être pas mal. Et ça peut être considéré comme étant significatif. Donc j'ai ma première retrace significative qui est là. Ok, j'enlève Fibo. Donc on va considérer que mon plus bas juste après le retracement, c'est-à-dire ça, ça va être un point d'inflexion majeur. Entre là et là, maintenant, il va falloir déterminer quel est le point haut significatif. Et bien là, c'est tout simplement le plus haut. Donc le plus haut entre là et là, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et on continue. Donc on continue à monter. Là, on monte. Et là, on a une retrace. Significatif ou pas? En fin de compte, ça a duré quand même quelques bougies. Et si je prends, encore une fois, ma règle Fibo, je me mets au départ de l'impulsion en cours de clôture. Là, encore une fois, on a retracé on est au-delà des 30%, hein, entre 23 et 38, on est beaucoup plus près des 38. Donc ça, pour moi, on le considère aussi à l'œil, et puis avec le procédé de Fibo, comme une retrace significative. Donc là, je vais chercher le point le plus bas de ce petit retracement. Il est là. Quel est le point haut significatif? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le plus haut. Donc le plus haut, il n'y a pas photo, c'est celui-là. Et on continue. On monte, et on retrace. On retrace où? Alors ça c'est produit, donc c'est une crypto-monnaie, c'est un actif volatile, on voit qu'on a une longue mèche, ça je ne le considère pas comme étant valable. Hein, on va prendre plutôt le premier point, c'est vraiment significatif, celui qui a permis une inversion de tendance. On voit que là, il y a une longue mèche, ok, mais ça continue à descendre derrière. Donc ça, on ne peut pas considérer décemment ça comme étant un point d'inflexion. Par contre là, le problème, l'idée est tout à fait différente. Donc ça, oui, c'est un point d'inflexion. Donc entre les deux, le plus haut, boum, il est là. Ça continue à monter, ça monte. Et là, ça retrace. Et là, ça retrace où? Ça retrace plus bas que le précédent, plus haut. Ça veut dire qu'on est sorti d'une trend. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Je vous ferai une analogie. Donc là, ça, pour l'instant, on va se bloquer là. Je ne vais pas mettre le point bas. Par contre, on est sûr que le point haut, ça va être celui-là. Bon, voilà, on les a marqués nos points d'inflexion, nos point of swing. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc on va voir que ces point of swing vont nous servir à déterminer des droites de tendance, vont nous aider à placer les supports et résistances en identifiant comme ça des impulsions et des corrections. On est reparti sur les graphiques. Alors on a marqué nos points d'inflexion importants, majeurs. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? La première chose que l'on va pouvoir essayer de concrétiser avec ces points d'inflexion, ce sont les droites de tendance. Donc quand on a un trend haussier, ce qui est important, hein, c'est la droite de l'oblique de support. L'oblique de résistance a beaucoup moins de pertinence sur un trend haussier que l'oblique de support. Et inversement, sur un trend baissier, on verra tout à l'heure que ce qui est important, c'est l'oblique de résistance et non pas l'oblique de support. Donc là, on va essayer de voir si on ne peut pas trouver une relation entre ces différents points. Je sors un outil et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on se prend
les points... Ah bah, si je les bloque pas, ça marchera pas. Voilà, si on prend les points d'inflexion, on a quand même quelque chose qui est relativement pertinent. On a, comme par hasard... Toc. Alors, c'est pas parfait, hein, encore une fois, c'est du trading, jamais rien n'est parfait, mais là, on est quand même pas mal. C'est-à-dire que celui-là, si je le mets pile poil sur le plus bas du premier et pile poil sur le plus bas, on va pas tricher, hein, et pile poil sur le plus bas du deuxième, voilà, là je suis nickel, et là je suis nickel. Et bien là, on est tout près. Là, on a la mèche qui dépasse. Là, on voit que on casse le trend et on a quand même une belle droite de tendance. Donc ça, c'est la première utilisation des point of swing, hein, des major point of swing, c'est de pouvoir trouver une droite de tendance qui nous renseigne sur la pertinence et la validité d'un trend haussier. Là, si selon la théorie des droites de tendance, à cet endroit-là, il y a une alerte sur le trend haussier en cours, et on sait que certains vont pouvoir sortir ici, se dire ça y est, c'est foutu, hein, on a cassé la droite de tendance qui était quand même relativement bien suivie, hein, en clôture elle était même parfaitement bien suivie. Alors je vous ai dit que dans un trend haussier, ce qui était important, c'était la droite de tendance, le support en fin de compte, la résistance est beaucoup moins pertinente, et on peut essayer, hein, de trouver quelque chose, mais bon, là si je prends ces deux là, c'est pas terrible. Voilà, on a pas tout simplement parce qu'on n'est pas dans un canal. Alors on pourrait dire qu'on a deux canaux parallèles, hein, qu'on est sorti, qu'on réintègre, qu'on ressort. Oui, bon, pourquoi pas. Mais retenez quand même que un trend haussier, ce qui est important, c'est le support. La résistance là-haut est beaucoup moins pertinente. Ça, c'est la première utilisation des major point of swing, des points majeurs d'impulsion, de retournement. Alors, il y a une deuxième utilisation. Qu'on va voir tout de suite. Donc on se retrouve sur le graphique et on va essayer de déterminer des zones de support, résistance avec ces point of swing. Alors pour ça, je vais tout simplement identifier à chaque fois le niveau déterminé par les point of swing. Alors pour ça, on va se placer une partie à l'extrême et l'autre partie, quand tu as une grande mèche comme ça, tu te mets au milieu. Hein, là, à l'extrême, hop là, et globalement au milieu. Là, pof, ici j'en ai une. Ok, ici, j'en ai une, mais hop, elle correspond, hein, avec celle-ci, donc carrément j'englobe les deux, bien sûr. Pof. Ici, toc, au milieu. Pof, ici, toc, au milieu. Voilà. Et là, on va avancer, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui s'est passé dans le futur. Donc pour ça, je fais défiler mon graphique, hop. Et regardez donc, comme c'est magique. Donc regardez ce qui s'est passé pour la suite, hop là. Donc cette zone-là, forcément, c'est l'extrême. Cette zone-là, zone d'un point of swing, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu, bon là ça n'a pas servi à grand chose, hop, je suis revenu mêcher dessus une fois, je suis revenu mêcher dessus deux fois, je suis descendu jusqu'où? Jusqu'à la prochaine zone déterminée par les point of swing. Une fois, je suis remonté, toc toc toc, je suis redescendu où? Sur une zone de point of swing. Je suis remonté. Alors là, en fin de compte, il y a je suis revenu sur ce point-là. Hein, il n'était pas déterminé à la montée, il a été déterminé à la descente. C'est pas grave. On continue. Je redescends. Je m'arrête un petit peu sur cette zone-là. Je redescends, toc toc, et je repars. Là, je suis passé entre les deux, et là, je remonte où? Encore une fois sur cette zone-là. Donc on voit qu'il y a quand même des coïncidences troublante entre les zones déterminées par les points d'inflexion, les points de swing, et puis ce qui se passe derrière. Voilà, donc on a vu que ça servait à déterminer les points de tendance, mais aussi des zones qui peuvent servir de support pour le futur. Alors, tant qu'on y est, tiens, on va essayer de se déterminer les points of swing de cette chose-là. Donc, on part d'ici, et là,
qu'est-ce qu'on observe? On a un mouvement qui descend, une petite retrace, on descend, une retrace aussi. Ah, là, ça pourrait être considéré comme une retrace intéressante. On pourrait avoir un point of swing par là. Est-ce que c'est vraiment intéressant? En fin de compte, on n'a jamais fait que recapter une seule bougie. Ah non, ça moi je laisse tomber. On continue, on redescend, on remonte, toc toc, on redescend. Ah, là par contre, là on voit clairement que là on a un mouvement qui est beaucoup plus ample que les autres traces. Ça c'est une retrace significative. Ok? Donc là, ça c'est valide. Ensuite, le point bas entre ces deux, c'est pas compliqué. C'est celui-ci. On va pas chercher ça, c'est pas grave. Celui-ci qui, comme par hasard, est aussi sur une ancienne zone de point of swing. Donc là, on redescend, une petite retrace, on redescend, une grande retrace. Ok. Prochaine zone, celle-ci. Prochaine zone, celle-ci. Ok. Et là, je vous ai dit que quand on descendait, ce qui était intéressant, c'était ce qu'on appelle la ROB, la résidence oblique baissière. Et bien là, il suffit pour la tracer, on se prend Major Point of Swing, le premier, le deuxième, et poum, qu'est-ce qui se passe? On a le troisième qui est directement dessus, là c'est pareil, on vient dessus, on redescend, on revient dessus, et voilà, là on est en train de baissier, et ça s'arrêtera quand? Ça s'arrêtera quand ça sera cassé à la hausse. Je vous remets les deux, on avait la première, hop là, on avait la première ici, toc, donc à l'aller, pof, ça donnait ça. Je me remets correctement. Voilà. On avait le trend haussier qui était soutenu par ça. On casse ici. On descend. On tente de faire un pullback. On redescend. On vient chercher. Pof, pof. Là, on a les deux majors de ce côté-là. On se met la résistance oblique baissière. Voilà. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair pour tracer les niveaux significatifs de quoi on peut céder. Alors maintenant qu'on a eu des majors, bien sûr, on a des nouvelles zones qui vont pouvoir apparaître. On en a une qui va apparaître ici, toc, voilà. Hop là, toc, voilà. On en a une qui apparaît. Alors celle-ci c'est toujours la même, donc on va simplement peut-être l'ajuster un peu. Toc, voilà. Si on l'ajuste comme ça. Sachant qu'on donne plus de crédit toujours à tout ce qui s'est fait plus récemment. Toc, là on est carrément pas mal. Et puis là, voilà, tant que les plus... Tant on casse pas ça, tant qu'on fait pas un plus haut que ce point-là, on peut considérer qu'on est en tendance baissière. Alors c'est pas tout à fait vrai, il faudra que je vous explique ça aussi. Bon allez, ça sera l'objet de... là il y a une alerte, là il y a une alerte sur la tendance. Mais on verra ça plus tard. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces quelques minutes. Moi, ça m'a amusé de faire cette petite vidéo. C'est une première, donc si ça vous apporte quelque chose, peut-être que j'en ferai d'autres. En tout cas, on se retrouve à très bientôt sur les forums. Allez, bonne fin de journée.